Bonjour. Bonjour à tous. Alors, j'espère que la technique est à nos côtés. J'espère que vous êtes tous munis d'un sandwich pour passer cette heure et demie ensemble autour de la sobriété foncière comparée. Quelques mots en attendant d'autres connexions. Il y a déjà une petite cinquantaine de personnes qui sont connectées de la façon dont s'inscrit cette démarche dans le cadre des travaux de la fabrique depuis 2020. Alors, la Fabrique de la Cité avait lancé évidemment une démarche autour de la sobriété foncière à l'occasion des réflexions sur le zéro artificialisation net, en réunissant des acteurs de tous horizons dans des groupes de travail, d'ailleurs pendant le confinement, à distance comme on le fait aujourd'hui. Et puis, au fil de l'évolution de la mise en œuvre de cet objectif de zéro artificialisation nette, de multiples questions se sont posées. La question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la mise en œuvre concrète dans les territoires en France de cet objectif sur lequel tout le monde est d'accord. Cet objectif, il est mondial. L'objectif et l'approche de la sobriété foncière, finalement, est aussi mondiale, mais elle s'apprécie ici et là assez diversement. Et il nous semblait, au moment de la mise en œuvre et au moment de ces focus régionaux sur la mise en œuvre et la territorialisation des objectifs de zéro artificialisation nette, qu'on fasse un petit pas de recul et qu'on regarde en balayant un peu des approches assez différentes des nôtres, la façon dont cet objectif finalement, ou en tout cas cet objectif, ce méta-objectif de consommation plus sobre de territoire, de sol, était finalement approché ici et là. Alors ici et là, c'est l'Angleterre, c'est la Suisse et c'est le Japon. C'est résolument des paysans. Et d'ailleurs, c'est tellement des paysans que Raphaël Languillon est dans son fuseau horaire depuis le Japon avec nous aujourd'hui. Et donc, cette note, qui a été publiée à la fin de l'année 2023, elle met en perspective l'approche française de sobriété foncière et l'approche anglaise, suisse et japonaise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à mes côtés, il y a Maxence Naudin, qui est co-auteur avec Raphaël Languillon depuis le Japon de cette note de la Fabrique de la Cité qui s'appelle Sobriété foncière, évolution et perspectives comparées. Et puis qu'on a à nos côtés aussi Colline Bouvard de France Stratégie, qui, elle, est co-auteur d'un rapport sur l'approche des stratégies régionales différentes, d'ailleurs différenciées, en France, de la mise en œuvre de l'objectif zéro artificialisation nette, que j'ai dit au moins 4 fois sans me tromper, ce qui est l'imprononçable de tous les discours actuels, le ZAN. Et donc, je propose en fait que cette présentation se fasse sous la forme d'un dialogue entre la France et ses approches un peu dépaysantes, et donc entre Maxence, Raphaël et Colline, le tout ponctué au cours de cette heure et demie de temps dévolu aux questions que vous pourrez poser dans le chat. Et que nous essaierons de rassembler par thématique à peu près toutes les 10 minutes. Il y aura un petit temps de questions-réponses des uns et des autres. Alors, pour commencer, très rapidement, on va passer d'abord la parole à Maxence et à Raphaël parce que la note commence justement par un petit retour historique sur les fondamentaux de l'approche à la française de la sobriété foncière. Et je vais vous laisser la parole. Alors, dans l'ordre que vous voulez, est-ce que c'est Raphaël depuis le Japon ou Maxence à mes côtés qui commence? Alors, je crois que c'est moi dans les arrangements qu'on s'est fait avec Maxence. Donc, merci beaucoup, Céline, et merci beaucoup, la Fabrique de la Cité, pour cette invitation et aussi pour la confiance que vous avez eue en nous pour rédiger cette note, qui a été un vrai plaisir. De collaborer avec la Fabrique, c'est toujours un vrai plaisir et puis c'est enrichissant puisqu'on a beaucoup de discussions autour de sujets qui sont finalement à la fois très contemporains et puis qui peuvent s'inscrire dans des dynamiques longues qui réinterrogent l'évolution de nos sociétés sur des pas de temps finalement du moyen au long, voire parfois le très long terme.
Alors c'est vrai que cette note sur la sobriété foncière, elle avait pour Maxence et moi deux objectifs, et c'est des objectifs qui rencontraient aussi les travaux de la Fabrique. C'est une sorte d'archéologie du ZAN dans une période, on va dire, contemporaine, en gros les 10 dernières années. Comment est-ce que le législateur est arrivé à parler de ce zéro artificialisation nette, à le traduire dans les textes, dans les différents décrets, et puis avec des influences qui venaient effectivement de l'étranger, en particulier l'Union européenne, et ça Maxence à beaucoup regarder ces aspects-là, et puis regarder comment, sur une temporalité plus longue, ce ZAN s'inscrivait dans une pensée autour de la sobriété foncière qui s'inscrit dans un dialogue nature-société en France, en Europe, à l'échelle internationale, depuis au moins le 19e siècle, si ce n'est encore avant, en Europe en France, en Europe et dans le reste du monde. Et donc, c'est vrai que du coup, cette note interroge aussi cette sobriété foncière prise dans une perspective beaucoup plus ancienne des rapports nature-société en France, en Europe et dans le monde. Et en particulier, on a voulu rappeler assez tôt dans la note qu'au 19e siècle, c'est-à-dire que lorsque s'enclenche l'industrialisation des pays européens, en particulier la France et la Grande-Bretagne, qu'on a à l'échelle internationale deux pensées qui se confrontent. Une approche que l'on appelle préservationniste, définie par John Muir, définie également par les tenants du Sierra Club en Amérique du Nord, qui prône une sanctuarisation de la nature, c'est-à-dire une distinction, une disjonction entre les activités humaines et les espaces de nature, sans que l'on puisse entremêler les deux. Et c'est vrai que ça a influencé, par exemple, la façon dont la France a légiféré sur les parcs naturels nationaux, en particulier les cœurs des parcs, où ces activités sont disjointes, les activités humaines et puis les activités de la nature, enfin, si on peut dire qu'elle a des activités, disons que les territoires naturels. Et puis, une deuxième approche défendue par exemple par Gifford Pinchot, c'est le conservationnisme, c'est-à-dire un usage raisonné des espaces naturels qui n'excluent pas les activités humaines, mais dans lesquels les activités humaines font attention à leurs impacts sur l'environnement, dans une sorte d'approche un peu harmonieuse entre les besoins des sociétés humaines, puisqu'on est quand même ancré dans le sol, dans le territoire, et puis les capacités de régénérescence, de régénération des écosystèmes naturels. Et c'est dans ce cadre-là que l'on a cherché à inscrire une approche qui mêle à la fois le biocentrisme et l'anthropocentrisme et voir comment est-ce que le ZAN et la sobriété foncière s'inscrivent entre ces deux polarités. Et c'est ensuite le travail de Maxence à l'échelle européenne qui s'est inscrit dans cette réflexion-là. Tout à fait. Merci Raphaël pour le cadrage. Et c'est vrai que ce sujet de la sobriété foncière en dehors des frontières françaises, il est délicat, ne serait-ce que parce qu'il est à cheval entre des domaines différents, entre le domaine des politiques environnementales, qui est notamment très occupé par des entités supranationales comme l'Union européenne ou l'ONU, qu'on n'a pas abordé vraiment dans la note, mais qui a été active notamment sur le sujet de la désertification. Et puis de l'autre côté, tout ce qui est relatif plutôt à l'aménagement de l'espace, qui fait partie des prérogatives nationales, donc des États qui ont du mal à lâcher du terrain par rapport à l'Union européenne sur ces sujets-là. Et ces cultures nationales de l'aménagement, elles sont liées évidemment à une histoire de l'urbanisation qui est spécifique selon chaque pays, aussi à une géographie, à une culture. Bref, avec tout ça, on voit une espèce de tension sur ce sujet. Et c'est pour ça que ça nous a été... ça a été important pour nous de commencer par l'échelle de l'Union européenne pour montrer de quelle manière elle veut être une force dans la promotion et l'harmonisation de politiques environnementales, donc liées notamment à la protection des sols. C'est en ce sens qu'on voit dès 1972 une première charte européenne sur les sols qui dit des choses alors très actuelles. J'ai la citation juste sous les yeux. Les sols représentent des milieux complexes et dynamiques et il n'est toujours pas pris en compte leur fonction écologique dans l'aménagement du territoire. C'est des choses qu'on pourrait encore dire aujourd'hui, 50 ans plus tard. Mais voilà, cette volonté-là, elle se heurte effectivement à des résistances nationales et c'est ce qui fait que l'Union européenne, elle passe essentiellement par des documents non contraignants, normatifs non contraignants, comme des stratégies ou typiquement, on a en 2011
une stratégie pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, qui pose le principe qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est le principe du no net land take, voilà, qui a donné suite ensuite à notre ZAN français, puis je dirai un peu plus pourquoi tout à l'heure. Mais voilà, l'Union européenne, elle articule des documents normatifs non contraignants, du soutien à des programmes de recherche pour mettre en lumière, visibiliser ce sujet des sols, leur importance. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à mener cette politique publique du zéro artificialisation nette. Et de l'autre côté, quand on s'intéresse en détail à ce que font les pays européens, on voit des stratégies très, très différentes. Certains qui mettent en place des objectifs qui s'inspirent très directement de ce principe de no net land take. C'est le cas de la France, on est plutôt à la pointe sur ce volet-là, mais aussi en Belgique, de la région Flandre, en Italie, de l'Émilie-Romagne. Et puis, il y a d'autres pays qui ne le font pas. Et c'est ça qui nous a intéressés, c'est regarder aussi pourquoi d'autres pays ne le font pas, comme la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Là-dessus, on a un collègue géographe de l'Université de Liège, Jean-Marie Halleux, qui a une hypothèse sur le fait qu'il y a peut-être des pays leaders dans la sobriété foncière, donc qui ont pris de l'avance, qui ont une culture d'aménagement plus dense, établie sur du long terme, et puis qu'il y a d'autres pays comme la Belgique ou la France qui se sentent dans une forme d'échec par rapport à la lutte contre l'étalement urbain, qui ressentent le besoin de passer par un objectif fort, symbolique, à travers le zéro artificialisation nette. Bon, concernant l'approche française, je ne vais pas vous refaire toute la chronologie parce qu'il y a des travaux qui sont très précis et puis France Stratégie a en particulier beaucoup contribué à éclairer la situation de ce point de vue-là. Et ça fait aussi l'objet de travaux en cours avec Raphaël sur l'archéologie de la loi. Remettons quand même dans le contexte, on part des années 2000, on part de la loi SRU qui posait ce principe de gestion économe de l'espace. Donc ça fait plus de 20 ans que dans tous les PLU, en particulier dans les PADD, donc le volet plus politique des PLU, il y a un discours sur la vision de gestion économe de l'espace, mais qui n'est pas forcément suivi des faits. Et on a une séquence qui s'est intensifiée dans les années 2010, avec en 2016 la loi sur la reconquête de la biodiversité qui a renforcé la séquence éviter, réduire, compenser, et donc qui a renforcé également le principe d'absence de perte nette de biodiversité, le principe d'équivalence écologique, qui sont fondamentaux pour comprendre le zéro artificialisation nette aujourd'hui. On a eu un rapport très important en 2017 mené par l'IFSTAR et l'INRAE sur l'artificialisation qui fait le lien entre artificialisation et biodiversité. Et on voit que ce sujet de la sobriété foncière, en fait, il a embarqué à la fois la lutte contre l'étalement urbain, l'érosion de la biodiversité, il a marié ces sujets ensemble et on a présenté à partir de 2018 et du plan biodiversité le ZAN, pour la première fois, le zéro artificialisation nette, comme un objectif de politique publique et qui a ensuite été matérialisé dans la Convention citoyenne pour le climat, puis la loi climat résilience, puis la loi qu'on appelle ZAN 2, qui est la loi visant à accompagner les collectivités dans l'application du ZAN en juillet 2023. Peut-être dans le dialogue avec les autres intervenants, on pourra rentrer plus dans les détails sur ces dernières étapes législatives, sur les différents les réécritures des décrets qui sont pour moi plus de l'ordre de la technique ou qu'on pourra discuter notamment avec l'intervention de Colline sur la territo, parce que finalement c'est très lié. Mais pour revenir sur la philosophie du ZAN, ce qui est, je pense, très important, c'est la manière dont on est passé de la lutte contre l'étalement urbain à revisiter l'ensemble de l'aménagement à travers un certain nombre d'objectifs qui sont notamment liés à l'adaptation au changement climatique, à la préservation de la biodiversité, où il y a un peu une remasterisation de tout un tas de politiques d'aménagement à travers le ZAN et à travers la vision positive du ZAN, qui est la sobriété foncière. Autant le zéro artificialisation nette a tendance à faire peur, autant sobriété foncière est vraiment un slogan qui a émergé ces quelques années, un mot d'ordre pour faire avancer, faire évoluer le système de l'aménagement. Voilà, je voulais m'arrêter là-dessus. Alors peut-être que Raphaël, tu veux compléter un petit peu? Alors, je trouve que ce que tu as dit, Maxence, était extrêmement clair. Peut-être pour préciser également un contexte, on va dire, un peu plus théorique sur l'évolution de ce concept, la sobriété foncière, et pourquoi est-ce qu'on est arrivé au ZAN. On a réfléchi en termes de régime d'aménagement, c'est-à-dire que depuis la période après-guerre, on avait un régime d'aménagement qui était dit fordiste, c'est-à-dire qui était articulé sur l'industrialisation
des dynamiques d'aménagement adossées au couple pavillon-voiture, pavillon de banlieue-voiture, c'est-à-dire qui nécessitaient des infrastructures de transport assez lourdes. Il a également alimenté toute la suburbanisation nord-américaine et puis ensuite la périphérisation de l'habitat en France et dans les pays européens, et qui a accompagné cet immense étalement urbain qui a été très consommateur de foncier, en particulier de foncier périphérique, qui était à l'origine du foncier agricole, parfois du foncier forestier. Et c'est vrai qu'avec la période post-fordiste, on est entré dans une période de transition qui était associée au choc pétrolier, c'est-à-dire à la nécessité en quelque sorte de faire sortir cette urbanisation d'une consommation intensive de ressources, que ce soit des ressources pétrolières, mais aussi des ressources en sol. Et puis, on a, avec le ZAN, et c'est l'hypothèse que Maxence et moi et le groupe de recherche que l'on coordonne, c'est une hypothèse effectivement sur l'entrée dans un nouveau régime d'aménagement qui n'est pas un régime post-fordiste, mais qui est un régime de sobriété générale dans lequel on change complètement de paradigme d'aménagement, on change complètement de logiciel d'aménagement et des lois comme le ZAN, des objectifs comme le ZAN entrent en résonance avec les zéro émissions nettes, par exemple, de carbone, avec une certaine sobriété également dans l'utilisation des intrants avec l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire une nouvelle façon de penser les interfaces société, nature-société, dans lequel l'aménagement suit un mouvement général qui le conduit vers ce nouveau régime général de sobriété. Donc, c'est un peu l'hypothèse que l'on essaie de travailler actuellement. Merci. Alors ça, pour l'instant, vous êtes tellement clair que ça suscite aucune question. Et peut-être que ça en suscite, ou peut-être que ça offre le moyen de rebondir à Colline, puisque tout est très limpide, de faire la connexion avec cette approche régionale et du différentiel des stratégies régionales en France, de cette approche de sobriété foncière, au fond, qui se décline au niveau territorial de façon différente. Colline, je pense que c'est le moment justement de repartir aussi du local et de voir aussi comment on a au moment de la mise en œuvre, en fait, cette question concrète qui se pose, est-ce que c'est du quoi? Est-ce que c'est du combien? Voilà. Est-ce qu'on est dans le qualitatif, dans le quantitatif? Merci beaucoup Céline et bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de revenir rapidement sur la démarche menée par France Stratégie dans les 2 notes d'analyse qu'on a publiées en novembre dernier et de vous exposer les principaux enseignements de ces 2 notes et notamment de la deuxième qui porte sur les stratégies régionales comme l'ont rappelé Céline et Maxence. Alors déjà, en fait, je vais prendre le fil de leur discours et recommencer en 2021 et la loi climat et résilience, parce que il me semble important d'insister sur le fait que cette loi, elle vient effectivement pour modérer le rythme de l'artificialisation, pour réduire l'étalement urbain et le mitage, mais la fonction première, l'objectif premier, c'est bien de protéger les sols parce que les effets délétères de l'artificialisation des sols sont aujourd'hui bien renseignés. L'artificialisation altère les fonctions écologiques et biochimiques des sols en réduisant notamment les capacités de stockage en carbone, les capacités d'infiltration des eaux. L'artificialisation participe à l'effondrement de la biodiversité, comme ça a été rappelé, et réduit aussi la souveraineté alimentaire en grignotant sur les espaces agricoles. Et cet objectif donc, de protéger les sols est aujourd'hui compris et partagé par les acteurs qui sont impliqués dans cette loi et dans la mise en œuvre de ce zéro artificialisation nette. Donc la loi climat et résilience est assez particulière dans le sens où elle fixe l'objectif du ZAN en 2050, mais elle fixe aussi une trajectoire pour atteindre cet objectif en 2050 avec un point intermédiaire qui est en fait la division par 2 du rythme d'artificialisation entre 2021 et 2031 par rapport au rythme observé entre 2011 et 2021. Donc déjà, là, pour premier élément de réponse pour Céline, c'est qu'on est déjà sur un aspect très quantitatif parce que c'est une division par 2 du rythme sur 2 périodes différentes.
Les régions sont, elles, en première ligne dans l'atteinte de cet objectif intermédiaire parce qu'elles doivent territorialiser ce moins 50% parmi leurs territoires, les territoires infrarégionaux qui composent ces régions. Et elles doivent le faire avant novembre 2024. Ensuite, ce seront les SCOT qui devront intégrer les objectifs territorialisés d'ici février 2027. Et enfin, les EPCI et les communes devront intégrer ces objectifs dans leur PLU et PLUI d'ici février 2028. Donc, on a une intégration en cascade de cet objectif intermédiaire de moins 50%. Et on est déjà en plein dedans parce que la période sur laquelle le décompte est réalisé, 2021 à 2031, a déjà commencé. Ensuite, je vais essayer de vous présenter un peu les grands nœuds à démêler dans la mise en œuvre de cette loi qui légifère en fait sur un objet qui est aussi complexe que l'artificialisation des sols, parce que les dynamiques d'artificialisation sont très hétérogènes au niveau territorial et dépendent de multiples facteurs. Le premier nœud à démêler, c'est déjà la définition de l'artificialisation des sols, qui est en fait, on le voit, très évolutive et assez politique finalement, parce que l'artificialisation a longtemps été définie en creux comme un espace qui n'est ni naturel, ni agricole, ni forestier. Et la loi climat et résilience en 2021 introduit la notion de fonctionnalité des sols. Et donc le sol n'est alors plus appréhendé comme une simple surface, mais comme un milieu vivant et fonctionnel. Pourtant, dans le décret nomenclature du 27 novembre 2023, qui revient sur l'évaluation et le suivi de l'artificialisation des sols, ce décret va identifier les surfaces qui sont considérées comme artificialisées à partir d'un croisement en fait entre la couverture de la surface, c'est-à-dire si le sol est bâti, revêtu, herbacé, et son usage, c'est-à-dire par exemple un usage résidentiel, agricole, naturel, etc. Et le décret fixe aussi des seuils de repérage de la nature de cette surface en fonction de contraintes purement techniques. Donc finalement, on voit que cette définition qui a été promue dans le décret de novembre dernier, elle fait suite à des débats politiques, notamment sur le classement des surfaces en herbe, que ce soit les jardins ou les parcs urbains, mais aussi à des débats sur la nature des surfaces de secteurs qui sont prioritaires, comme les carrières ou les centrales solaires au sol. Donc finalement, l'interprétation de la définition de l'artificialisation, elle semble plus déterminée par les objectifs nationaux qui sont poursuivis en France, qui sont limiter l'étalement urbain, limiter le mitage et préserver les zones agricoles, plutôt que par la volonté d'appliquer strictement la définition de l'artificialisation qui est dans la loi climat et résilience. Le deuxième nœud à démêler dans la mise en œuvre de cette loi, c'est dans la continuité de ce que je viens de dire sur la définition, c'est toute la question de la mesure et du suivi de l'évolution de l'artificialisation des sols. Parce que si on se fixe des objectifs chiffrés de réduction du rythme, il faut pouvoir mesurer de façon homogène sur le territoire national l'évolution de l'artificialisation des sols. Et en fait, on n'a pas encore l'outil au niveau national qui nous permettra d'identifier l'évolution de l'artificialisation au sens du décret. Donc en fait, jusqu'en 2031, on utilise les fichiers fonciers qui reviennent à une définition de l'artificialisation comme consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers. Donc on revient encore à une définition antérieure jusqu'en 2031 avec les fichiers fonciers, faute d'outils disponibles à l'échelle nationale. Et à partir de 2031, on pourra utiliser l'outil qui s'appelle Occupation du sol à grande échelle, l'OCSGE, qui sera construit par l'IGN et qui permettra d'identifier les surfaces artificialisées au sens du décret nomenclature. Cependant, ces méthodes, on le voit, elles sont loin d'être neutres sur le suivi des trajectoires parce qu'elles n'identifient pas les mêmes choses et elles ne repartent pas finalement de la même définition. Et elles peuvent aussi amener, du coup, pour les acteurs de terrain, de la confusion. Et enfin, le troisième grand nœud à démêler dans la mise en œuvre de cette loi, et c'est l'objet vraiment de nos notes d'analyse de France Stratégie, c'est la question de la territorialisation.
Alors déjà, pour revenir sur l'intégration en cascade des objectifs, on a du coup une question de temporalité, parce qu'on va voir que les objectifs seront finalement intégrés dans les PLU en 2028, alors que la période sur laquelle on doit atteindre la division par 2 du rythme aura déjà bien commencé et sera plutôt vers la fin. Et ensuite, cette territorialisation amène aussi l'artificialisation sur un terrain qui est purement quantitatif finalement, parce que les régions qui sont en première ligne pour territorialiser doivent fixer des objectifs chiffrés, différenciés pour chacun des territoires qui les composent. Et pour elles, c'est un exercice totalement nouveau en fait de planification territoriale. Donc voilà, c'est un exercice compliqué du fait de la lourdeur un peu quantitative, administrative de cette mise en œuvre, et puis c'est aussi complètement nouveau. Donc il y a plusieurs écueils à cette territorialisation que l'État, les régions, les collectivités infrarégionales tentent voilà, de dépasser pour la bonne mise en œuvre de cette loi. Déjà, il y a une question d'équilibre à trouver entre un cadrage national, c'est-à-dire un cadrage qui est fixé par la loi et par les décrets, et les marges de manœuvre qu'on laisse aux régions dans la territorialisation. Par exemple, le décret paru en novembre relatif à la mise en œuvre de la territorialisation, qui reprend un précédent décret en ajoutant d'autres critères, fixe en fait 6 critères à partir desquels les régions vont devoir différencier les objectifs pour les territoires infrarégionaux. Et on voit que quand on étudie un peu les différentes stratégies régionales dans la territorialisation, que les régions n'ont pas opté pour les mêmes stratégies. Donc en fait, pour notre étude à France Stratégie, on a réalisé des entretiens avec toutes les régions métropolitaines. Ces entretiens ont eu lieu avant la loi ZAN 2, avant la parution des nouveaux décrets. Donc, elles ne sont plus tout à fait à jour, mais on voit déjà que, par exemple, pour traduire les différents critères fixés au niveau national par le décret, elles ne choisissent pas forcément les mêmes indicateurs. Donc ça, c'est une manière aussi de s'approprier la loi pour elles. Elles ne vont pas choisir les mêmes indicateurs forcément, et elles ne vont pas choisir la même pondération. C'est-à-dire que parmi tous les indicateurs qu'elles vont retenir pour différencier les objectifs, certaines vont plus s'accentuer sur un critère ou sur un autre pour ensuite différencier les objectifs. Le deuxième écueil lié à la territorialisation auquel font face les régions, c'est la prise en compte des spécificités des territoires. Je vous renvoie à ce titre à la première note qu'on a publiée sur voilà, vraiment l'analyse, le détricotage des dynamiques d'artificialisation au niveau territorial. On voit que, en fait, les régions vont devoir prendre en compte à la fois les marges d'amélioration qui existent au niveau territorial, mais aussi les contraintes auxquelles chaque territoire fait face, qui peuvent être très différenciées en fait selon leur degré d'urbanité, mais aussi selon leur position géographique, les contraintes naturelles, etc. Enfin, les régions doivent aussi prendre en compte les différents objectifs que peuvent poursuivre les collectivités dans l'aménagement du territoire, des objectifs qui sont tout aussi légitimes les uns que les autres, mais qui peuvent entrer en contradiction du moment que le sol devient une ressource qui se raréfie et qu'elles vont devoir arbitrer en fait sur l'usage qu'elles vont donner au sol qui va être par exemple urbanisé ou protégé. Ces conflits d'usage, on les retrouve aussi par rapport à des conflits entre des objectifs nationaux et les politiques d'aménagement au niveau local, car in fine, c'est bien au niveau local que l'urbanisation se déroule. Donc, par exemple, un objectif national de réindustrialisation, et ben, la réindustrialisation, il faut lui allouer des surfaces qui vont grignoter du sol. Bon, j'ai été rapidement sur la territorialisation, peut-être qu'on pourra y revenir, mais j'aimerais quand même finir cette présentation
sur un ton qui sort un peu de la loi, c'est-à-dire que de toute façon, quels que soient les objectifs chiffrés dévolus à chaque territoire, in fine, le ZAN va s'appliquer à tous. Et donc, en fait, tous les territoires se retrouvent aujourd'hui face à une nécessité de rupture dans leur façon d'urbaniser. Mais on a quand même des leviers pour changer notre pensée de l'aménagement et notre façon d'urbaniser, avec à la fois de la densification dans notre aménagement, mais aussi du renouvellement urbain avec l'aménagement d'espaces déjà artificialisés, que ce soit par exemple les friches ou les logements vacants, mais qui sont aujourd'hui confrontés à d'autres problèmes dans la mise en œuvre, des problèmes de coûts, de dépollution des friches, etc. Mais voilà, on a des leviers, on n'a pas du tout perdu tout espoir pour arriver au zéro artificialisation nette, mais il faut vraiment que chaque maille territoriale travaille de concert avec les opérateurs et les aménageurs du territoire. Alors, on a une question. Merci Colline. On voit bien le lien entre les outils qu'on se donne et les enjeux qu'on sert. Et au fond, le comptage qu'on souhaite bien faire selon les priorités qu'on se donne, ça je comprends bien. Et alors du coup, il y a une question concernant les centrales solaires. Pour bien comprendre, les centrales solaires, est-ce qu'on artificialise ou est-ce qu'on n'artificialise pas quand on déploie une centrale solaire? Alors, dans le décret nomenclature, les centrales solaires au sol ne sont pas considérées comme artificialisantes si elles respectent certains critères que je n'ai pas exactement en tête, mais il faut qu'elles soient suffisamment à un niveau au-dessus du sol suffisant et qu'elles soient suffisamment espacées entre elles pour permettre à la biodiversité, notamment, de ne pas pour protéger la biodiversité, les passages de petits animaux, par exemple, etc. Mais donc, dans le décret, par exemple, si un agriculteur met des centrales solaires au sol au-dessus de ses champs, il ne va pas, son espace ne sera pas considéré comme artificialisé. Merci. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Elles sont peu nombreuses et je remercie nos présentateurs d'être aussi limpides. Ce qui nous donne quelques petites minutes d'avance et peut-être que c'est au moment de mettre en résonance les cas étrangers ou les approches étrangères avec l'approche française qu'on va évidemment peut-être susciter le plus de questions. Du coup, je propose qu'on enchaîne directement et puis que Maxence, tu nous présentes cette approche à l'anglaise, oui. en présentant, et je pense que c'est ça qui nous est utile, c'est que ces approches, elles ont présenté des avantages et puis elles ont aussi présenté des effets de bord. Et peut-être que c'est de ça qu'on est assez friand, c'est de savoir de quels effets collatéraux on peut se prémunir au moment d'adopter une stratégie sur le territoire français. Oui, tout à fait. À quelle sauce on peut être mangé? Est-ce que l'Angleterre peut nous apprendre? Parce que c'est vrai que l'Angleterre est souvent décrit comme un pays pionnier en matière de sobriété foncière. Alors, il y a une raison, c'est que c'est aussi un pays pionnier dans l'urbanisation, avec une histoire de l'urbanisation très liée à son histoire industrielle. Et l'Angleterre a été à la fois le lieu de développement des premiers modèles d'urbanisation généralisée et des premières utopies urbaines pour répondre à tous ces problèmes causés par l'urbanisation. Et c'est très, très fort en Angleterre, disons, dans la manière dont de l'étranger, on peut comprendre le contexte culturel ou les débats en Angleterre. C'est la puissance de l'imaginaire et de l'opposition entre la ville et la campagne anglaise étant une sorte d'Éden disparu, une campagne idéalisée. Et tout ce débat-là ou tous ces champs-là, ils sont fortement imprégnés d'une histoire aussi de l'hygiénisme et de la morale, où la ville était au tournant d'une
fin 19e, début 20e, un lieu plutôt de dépravation, dont il fallait sortir un certain nombre de populations pour qu'elles puissent mener une vie saine, une vie bonne. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu pas mal d'utopies urbaines, dont la plus connue est celle des cités-jardins, des Garden Cities de Ebenezer Howard. Mais il y en avait aussi d'autres, plus ou moins philanthropes, plus ou moins misanthropes, ça dépend de quel point de vue on se situe. Et s'il n'y a eu que quelques Garden Cities qui ont effectivement été aménagées et réalisées, il n'empêche que dans ces idées-là, il y a un concept qui est resté, qui a été pleinement intégré au corpus législatif et à la palette d'aménagement de l'Angleterre, c'est bien les green belts, donc les ceintures vertes, qui sont une forme de zonage qui vise à préserver de toute construction, de tout développement, des zones naturelles qui ne sont pas uniquement des zones de nature sauvage, puisque c'est censé être des zones de nature accessible avec une dimension récréative, une dimension également d'alimentation. Et donc l'Angleterre a pensé au début du XXe siècle et l'a sanctuarisé, inscrit dans sa loi à la moitié de ce siècle, c'est-à-dire autour de 1947, enfin, entre 38 et 47, ce principe de préserver des ceintures vertes autour des villes qui ont une fonction d'aménagement très simple, qui est de limiter physiquement l'expansion des villes. Et c'est pour ça qu'en 1947, on a une loi très importante en Angleterre qui est le Town and Country Act. Donc, Town and Country, ville et campagne, donc c'est là pour faire la délimitation entre la ville et la campagne, qui met en œuvre le paradigme de ce qu'on appellerait l'endiguement urbain, urban containment, où est interdit toute urbanisation qui ne serait pas en contiguïté de l'existante. Donc, on limite le développement de la ville à la surface de contact avec la ville déjà existante, et en parallèle, on la limite aussi par l'extérieur, donc par la présence de ces green belts sur lesquels on ne peut pas construire. Alors, il y a eu des effets de bord déjà à ce moment-là, puisque ça, c'était une force, disons, pour contenir les villes sur elles-mêmes, mais il y avait une force quand même centrifuge très forte qui était le développement des mobilités individuelles, notamment automobiles, et le fait de garder des green belts a rendu les espaces qui les jouxtent très attractifs, puisque donc il n'y a pas de vis-à-vis. Alors, on a vis-à-vis sur une green belt, et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même eu un étalement, mais un étalement pas en mitage, comme on a pu le voir en France, mais un étalement vraiment concentrique, où on a rempli tout le gabarit autorisé par la présence des green belts. Donc ça, c'était quand même assez fort entre 47, 50, 60, 70. Et c'est justement face à cette forme d'échec à limiter cet étalement qu'en 1992, le législateur anglais est allé encore un cran plus loin, donc dans la Planning Policy Guidance Note, qui a mis en œuvre le paradigme cette fois de la compacité urbaine, de Compact City, avec une obligation d'avoir au moins 60% des logements produits sur des surfaces déjà artificialisées, donc ce qui est quantitativement assez énorme, et autre chose tout aussi énorme, un seuil minimal de densité de 30 logements par hectare. 30 logements par hectare, qui est quelque chose de assez important si on le met dans le contexte français. Tout ça aujourd'hui nous mène à une situation qui est un peu particulière en Angleterre, puisqu'ils ont pris de l'avance et peut-être qu'ils sont un peu en train de revenir en arrière. À partir de 2010, il s'est passé un certain nombre d'évolutions avec l'arrivée au pouvoir du gouvernement de David Cameron. La Planning Policy Guidance Note a été, entre guillemets, abolie avec ses objectifs de densité et de 60% de logements. Tout ça, aujourd'hui, n'existe plus vraiment. Les green belts sont toujours présentes, elles sont très importantes culturellement, historiquement. Enfin, c'est un outil d'aménagement en sobriété foncière très important en Angleterre, mais le maintien de ces green belts pose plusieurs questions qui ne sont pas sans nous rappeler les questions qu'on peut se poser aujourd'hui sur Lausanne. Disons que la protection des espaces naturels en périphérie des villes qui est amenée par les green belts, elle entretient pour certains observateurs une forme de pression foncière, une tension foncière. Alors, d'un point de vue d'aménagement, cette tension, elle est jugée comme bénéfique parce qu'elle encourage des opérations en recyclage urbain, puisque c'est toujours
un jeu d'équilibre entre la valeur du foncier et la densité d'une opération, puisqu'on quand le foncier est très cher, on essaie de construire plus haut pour amortir le foncier sur plus de logements. Et donc, cette tension entre pression foncière, protection des espaces naturels, a tendance à entraîner des effets d'exclusion sociale assez importants. Il y a de plus en plus de critiques sur finalement est-ce que les green belts entraîneraient pas des marchés de report, c'est-à-dire que les gens qui ne peuvent pas se loger dans la première couronne à l'intérieur de la green belt en fait vont devoir se loger pour le même bassin d'emploi à l'extérieur de la green belt, ce qui entraîne naturellement une augmentation des mobilités et donc des émissions de gaz à effet de serre. Et puis il y a d'autres questions aussi intéressantes sur la qualité des sols elles-mêmes de la green belt ou des green belts, puisque ça c'est un économiste qui s'appelle Paul Cheshire qui l'a mis en avant dans un séminaire de 2022 chez Foncier en débat que je vous recommande sur la dimension d'agriculture intensive de beaucoup de terres de green belt. Donc on est très loin finalement de cette image un peu d'Épinal, ou en tout cas de Canterbury, je ne sais pas ce qu'est l'image d'Épinal anglaise, mais de la campagne riante, un peu à la Tolkien, le pays des hobbits. Bon, on est plutôt sur des monocultures. Et donc voilà, ça pose vraiment la question en ce moment du maintien de ces green belts. Et peut-être un dernier point pour mettre en résonance l'expérience ou les retours d'expérience de l'Angleterre avec nos sujets à nous. En Angleterre, le mouvement du BIMBY est assez ancien, donc le BIMBY, Build in my backyard, la division parcellaire, construire au fond des jardins, ce qu'on appelle en aménagement plutôt la densification douce. Et ça, c'est une étude qualitative de 2018 qui a essayé de comparer la densification douce dans des banlieues plus ou moins aisées. Et ce qu'on observe, et ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille, c'est face à une dimension assez discrétionnaire de l'urbanisme à l'anglaise, où les riverains ont beaucoup de poids dans les négociations qui vont mener les autorités locales à accorder des permis de construire ou non. Il y a un fort pouvoir de blocage, et ce pouvoir de blocage s'exerce beaucoup plus dans les banlieues aisées que dans les banlieues populaires. Donc ça, cumulé avec des stratégies patrimoniales où, évidemment, conserver des grands jardins, conserver des grands espaces, finalement, ça permet de maintenir, voire de renchérir des valeurs foncières dans ces banlieues aisées. Il y a une forme de géographie sociale très différenciée, géographie très différenciée socialement de la densification douce en Angleterre, où si on laisse les choses se faire d'elles-mêmes, bon, il y a des banlieues populaires qui sont vouées à être de plus en plus densifiées et des banlieues aisées qui sont vouées à rester avec le cadre de vie qui fait leur charme et leur intérêt aujourd'hui. Ce qui pose aussi la question, d'ailleurs, en filigrane, des investissements en équipement, en infrastructures nécessaires, puisque comme c'est de la densification douce qui est non planifiée, qui n'est pas structurée, pilotée par un acteur qui pourrait en même temps faire des péréquations pour mettre des investissements dans les équipements, eh bien, il pourrait y avoir, en plus de cette différenciation du cadre de vie, une différenciation sur la qualité des services publics qui ne serait pas soutenue, alimentée par la plus-value d'urbanisation de la densification douce dans les banlieues populaires. Donc voilà, ça c'est des questions qui sont assez importantes, je pense, notamment parce que la densification douce et le BIMBY sont présentés comme des solutions pour le ZAN en France, chose qui revient assez régulièrement, et intéressant de prendre ces retours d'expérience. Alors on est allé droit aux effets de bord. Peut-être, alors j'avoue, de ma très grande faute, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement apprendre à pondérer, nuancer ou sans tomber dans un effet de mode. Et il y a quand même des questions très positives qui sont, si nos amis britanniques ont pris de l'avance, sait-on dire quels ont été les gains, c'est-à-dire plutôt l'aspect vert à moitié plein, ou les avantages trouvés, gérer mieux l'espace, voilà. Parce que les inconvénients, je pense qu'on a vu un peu à la fois ce qui pouvait être des effets collatéraux de façon d'approcher, de mettre en œuvre, et y compris dans la gouvernance, y compris cette souplesse en fait qui se retourne en une approche très différente dans les quartiers gentrifiés et dans les quartiers populaires. Et donc là, voilà, quand même, qu'est-ce qu'on tire de
bien, ou en tout cas de réplicable, et Mhm. sous quelles conditions? Moi, j'ai pas un tableau assez sombre, effectivement, c'était l'exercice qui voulait cela, mais ce qu'on peut noter quand même en Angleterre, c'est qu'il y a un très fort alignement de l'ensemble des acteurs du système de l'aménagement, qu'ils soient publics ou privés, dans cette optique de sobriété foncière. C'est vraiment un objectif partagé et c'est très lié à ce que je disais en introduction sur la volonté de préserver malgré tout des campagnes habitables, agréables. Et c'est vraiment ça qui est, je pense, intéressant, c'est dans l'imaginaire anglais et la manière dont les citoyens peuvent se projeter dans le futur de l'aménagement de leur pays. Disons que cet objectif est globalement partagé. L'autre chose que ça a permis, c'est quand même de maintenir une forme de densité, même en dehors des centres, des cœurs urbains métropolitains hyper denses. Cet étalement concentrique, il a quand même permis de mettre en place des environnements bâtis avec un certain niveau une densité minimale pour permettre des services publics et privés accessibles au plus grand nombre. Enfin, disons que de ce point de vue-là, la situation est quand même assez positive en Angleterre. Après, ça demanderait une étude un peu plus approfondie et plus de terrain. Alors moi, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller faire du terrain en Angleterre et de mener les entretiens qui auraient été nécessaires à répondre plus en détail à ces questions. Mais voilà, en quelques mots, pour balancer, équilibrer, nuancer le propos précédent. Alors, en rebondissant sur le premier point et l'alignement des acteurs, je fais le lien avec une question qui était la place du secteur privé. Est-ce que les acteurs privés sont aussi alignés? C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'il y a dans cet alignement des acteurs aussi des partenariats? Alors, évidemment, nous, on a notre modèle partenariat public-privé, mais des modalités de travail entre acteurs privés et acteurs publics qui sont inspirantes? Alors, pour répondre à cette question, c'est une réponse non pas à l'anglaise, mais à la normande. Nous, on s'est concentré sur cette note vraiment sur une étude plutôt du corpus législatif avec une dimension historico-culturelle. Pour répondre précisément, et je ne veux pas trop m'avancer, ça demanderait vraiment d'approfondir plus en détail le jeu d'acteurs, parce que chaque pays présente un jeu d'acteurs particulier, et même si il y a une forme d'homogénéisation aujourd'hui, notamment à travers l'internationalisation des modèles d'aménagement. Ce qu'on pourra illustrer avec Raphaël sur les cas suisses et japonais, c'est vraiment des spécificités locales. Autant Raphaël a vécu ou vit en Suisse, au Japon, et donc connaît bien ces terrains-là, et je pense que ce sera plus pertinent pour nous de rentrer dans les détails sur ces deux cas d'études-là que sur l'Angleterre, où on s'est vraiment concentré sur une approche historico-culturelle. Alors, il nous reste trois petites questions. Ça y est, la pompe a été amorcée et on va y répondre relativement vite, mais se laisser aussi le temps d'une réaction de Colline, peut-être, sur ce cas anglais. La première question, c'est en gros, on a vu tu as fait un focus sur les villes à Greenbelt. Qu'est-ce qui se passe dans les villes sans Greenbelt? Et à quel point ce modèle-là a été généralisé? Voilà, quelle proportion de villes répondent à ce modèle-là? Voilà, puis peut-être une question sur le BIMBIS, on passera la parole à Colline aussi. Alors, les green belts, c'est un outil vraiment visible cartographiquement. C'est-à-dire, on voit une carte de l'Angleterre et on voit où sont les principales green belts autour des grandes agglomérations. Donc, on pourrait mettre en ligne, d'ailleurs, suite à ce webinaire, quelques ressources complémentaires. Enfin, moi, ça m'intéresserait de rebondir sur ces questions et puis de proposer du contenu en réponse. On voit comment les principales agglomérations sont effectivement dotées des green belts. Je connais assez mal, pour vous dire en toute transparence, la réalité des milieux hyper ruraux britanniques. Pour le coup, ça c'est vraiment pas l'objet de l'étude menée avec Raphaël. Il faut
savoir qu'à partir de 2012, les obligations de construire uniquement sur les surfaces déjà artificialisées avec un certain niveau de densité ont été supprimées. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 2012, par défaut, il est autorisé de construire où l'on veut en Angleterre. En revanche, ce qui est très flagrant, c'est le poids des dynamiques métropolitaines où il me semble, c'est une hypothèse, ça serait à approfondir, à vérifier, les dynamiques de marché sont quand même plutôt orientées autour des métropoles, alors soit à l'intérieur des Greenbelt, soit ce que j'évoquais juste avant, sur ces marchés de report qui sont juste à l'extérieur des Greenbelt. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur ce sujet. Alors, on a d'un coup plein de questions qu'on va peut-être juste stocker un petit peu, puis on verra si on ne peut pas les mettre en résonance avec chacune des autres approches. Mais Colline, une réaction? Oui, merci pour cette présentation, c'est très intéressant. Je pense que ça met bien en valeur le fait que le ZAN n'est pas dissociable d'enjeux sociaux, d'enjeux écologiques, voire même économiques. Mais ça, je pense que vous y reviendrez plus peut-être avec d'autres exemples, avec la Suisse ou le Japon. Et puis, une autre réaction sur la qualité des sols. Voilà, les questionnements sur les green belts. En fait, on voit que nous aussi, l'objectif ZAN introduit en France a amené cette question de la qualité des sols. Et dans les critères fixés par le décret, il y a un critère sur la préservation des sols, etc. Mais quand on regarde les choix effectués donc à date par les régions, pour l'instant, ce critère n'a pas été vraiment considéré parce qu'on a aussi un problème voilà, quand on veut planifier, anticiper, c'est qu'on a un manque de données disponibles sur cette question de qualité des sols. En fait, ce sont des données très locales. Et donc, quand on demande aux régions de territorialiser, elles n'ont pas les moyens, en tout cas, c'est ce qu'elles nous ont dit, de pouvoir prendre en compte ce critère pour différencier les objectifs de réduction du rythme d'artificialisation. Et dernière réaction, et après je vous relaisse la parole sur la densification. En fait, je pense qu'il ne faut pas attendre, et c'est un principe de réalité, la même densification dans tous les espaces, ni dans tous les espaces urbains, ni dans toutes les campagnes. On ne peut pas demander en fait à toutes les communes de densifier de la même manière. Il faut prendre en compte effectivement la composition de la population, et pourquoi les personnes sont venues habiter là de prime abord, parce que effectivement, sinon ce ne sera pas possible. Merci Colline. J'ai stocké quelques questions qui concernent vraiment, je pense, principalement l'approche française et la façon dont elle peut être réinterrogée par les différentes approches que vous présentez. Et puis quelques-unes qui concernent le modèle anglais, mais qui serait intéressant aussi de faire traverser les propos suivants. Et je vais laisser tout de suite la parole à Raphaël, qu'on ait le temps de bien entendre parler de l'approche suisse, puis de l'approche japonaise. Mais les questions restent ouvertes, bien sûr, et je n'en oublierai aucune. Oui, merci Céline pour me redonner la parole sur les cas suisses et les cas japonais. Alors, je ferai peut-être une pause entre les deux pour qu'on puisse prendre quelques questions et puis surtout écouter quelques réactions et puis discuter un peu avec Colline et avec Maxence. C'est vrai que le cas suisse est particulièrement intéressant. Il s'inspire, il a beaucoup de correspondance avec ce que Maxence a présenté au niveau de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne, mais surtout l'Angleterre pour être honnête. Alors, la Suisse est un cas d'école de sobriété foncière, c'est un sujet, c'est un paradigme d'aménagement que la Confédération met en exergue, met en avant depuis maintenant assez longtemps, puisque dans l'article 75 de la Constitution de la Confédération suisse, il y a, je vous le cite, cette idée que la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire, et celui-ci, l'aménagement du territoire, incombe au canton et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. Ça veut dire que déjà, lorsque la Confédération
formalise sa constitution dans l'article 75 sur l'aménagement du territoire. Elle pose, même si elle ne le formule pas tel quel, des éléments de sobriété foncière dans l'usage que les Suisses font du sol et l'usage dont les cantons font de leur propre territoire. Et c'est dans la perspective, évidemment, de sauver, de sauvegarder, de protéger les espaces agricoles, les espaces forestiers, la ressource, les capacités productives des sols, de l'artificialisation imputable à l'industrialisation et à l'étalement urbain, avec un principe similaire à ce que Maxence a expliqué, c'est-à-dire le recours à des ceintures vertes qui ne sont pas uniquement des ceintures forestières, mais qui sont aussi des ceintures agricoles, comme Maxence l'a dit avec le cas anglais, autour des principales agglomérations suisses. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec la Suisse, on a, dès la fin des années 70, c'est-à-dire en gros à la fin de la décennie des chocs pétroliers, dans ce moment de transition post-fordiste de l'aménagement européen, des pays de l'OCDE, on a en 1979 l'édiction d'une loi fédérale, qui est la loi d'aménagement du territoire, qui s'applique de façon homogène à l'ensemble du territoire et qui ensuite doit être traduit dans le droit de chaque canton par chaque canton, puisque les cantons sont évidemment autonomes dans la production du droit. Et cette loi d'aménagement du territoire, elle vise d'une part à freiner l'urbanisation, à renforcer les ceintures vertes autour des principales agglomérations suisses, mais également à produire une distinction nette entre des territoires constructibles et des territoires non constructibles et un encadrement sévère de la construction et de l'artificialisation en dehors des zones à bâtir, c'est-à-dire des zones considérées comme artificialisables. Et ça a une conséquence directe, c'est une très forte limitation de l'étalement urbain des principales métropoles, des principales villes suisses. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde, faites un tour, vous pouvez même le faire maintenant si vous voulez, quand vous faites un tour sur Google Maps ou Google Earth de la façon dont la Suisse a aménagé son territoire autour de Genève, par exemple, autour de Zurich, vous voyez ces magnifiques ceintures agricoles. Et ce qu'il est intéressant de voir dans le cas de Genève, c'est que cette ceinture agricole, elle se voit très bien autour de Genève. Et puis, on peut y lire la frontière avec la France, puisque rapidement, lorsqu'on passe la frontière, on est sur une dynamique d'artificialisation beaucoup plus désordonnée du territoire, avec un vrai mitage des énaves, des espaces de nature, des espaces agricoles, des espaces forestiers. Alors, c'est vrai que cette loi d'aménagement du territoire qui promouvait la sobriété foncière à la fin des années 70 en Suisse, elle a été finalement, dans les années 80, 90, 2000, rendue assez obsolète par des changements d'usage des sols, des changements de dynamique d'aménagement, bon, puisque une loi, effectivement, elle doit suivre la réalité des sociétés et des territoires, et cette latte de 79 datait un peu. Donc, les Suisses, au niveau fédéral, toujours, ont révisé la latte et ont proposé une première version modifiée en 2014 qui renforce encore la lutte contre l'étalement urbain, qui renforce encore le paradigme de sobriété foncière et avec un certain nombre d'obligations pour les cantons. En particulier de privilégier l'artificialisation et la construction de bâtis neufs sur du sol qui était à l'origine non artificialisé en continuité de dynamiques urbaines. Ça veut dire que le gouvernement fédéral encourage les cantons à interdire les projets neufs dans des espaces qui ne sont pas en continuité avec les espaces déjà urbanisés. Ce qui permet une économie en sol, mais ce qui permet aussi une économie en investissement, puisque lorsque vous urbanisez ou lorsque vous artificialisez dans des zones qui ne sont pas en continuité du front d'urbanisation, vous devez construire plus de routes, vous devez tirer des tuyaux, vous devez tirer des câbles, et tout ça, ça a des coûts, la déduction d'eau, le traitement des eaux usées, etc. Et tout ça rend l'artificialisation non seulement écologiquement non soutenable, mais en plus, au niveau des finances publiques, assez difficile et de plus en plus coûteux. Donc vraiment, cette révision de la latte en 2014, elle a pour objectif de préserver les sols, d'encourager une forme de densification, mais aussi une forme d'urbanisation en continuité des espaces déjà urbanisés.
Alors, ça a des conséquences directes, comme par exemple l'interdiction de projets d'urbanisation ex nihilo, en quelque sorte, en particulier dans le canton de Genève, et ce qui a pour conséquence d'accroître la tension sur le marché du logement, par exemple. Et les principales agglomérations suisses ont des taux de vacances dans le résidentiel absolument dysfonctionnels, puisqu'on est en dessous de 1%, et dans le cas de Zurich et de Genève, on est en dessous de 0,1%. Donc, ça veut dire qu'on est en dessous de la vacance frictionnelle qui est considérée à peu près 3% et qui correspond en fait au laps de temps nécessaire lorsque vous changez de logement entre le moment où vous partez et le moment où le logement est réaffecté à des individus. Et donc en dessous de 3%, c'est considéré comme étant dysfonctionnel parce que en fait, le logement est plein avant d'être vidé, en quelque sorte, si on doit un peu schématiser. Donc, cette sobriété foncière, effectivement, entraîne des tensions, en particulier sur le secteur du logement, mais pas que, de côté suisse. Et pour pouvoir répondre à la croissance démographique suisse, et en particulier à la croissance du marché de l'emploi et de l'offre d'emploi des principales métropoles qui continuent à créer de l'emploi, qui continuent à être attractifs, qui continuent à attirer des populations, à créer des richesses et à créer des emplois, eh bien la Suisse, pour garder intact son paradigme de sobriété foncière, a choisi d'externaliser de façon très pragmatique, d'externaliser ses besoins en artificialisation de l'autre côté de ses frontières, ce qui fait que la Suisse, dans le cadre de ses frontières, apparaît comme vertueuse, mais lorsqu'on regarde le bilan de l'artificialisation reporté de l'autre côté de la frontière, en particulier du côté de la frontière France, avec la France, côté genevois, eh bien, la Suisse n'est plus du tout vertueuse, puisqu'il faut réintroduire dans son bilan tout ce qui a été consommé de foncier, d'ENAF, espaces de nature agricole et forestier, chez nous. Alors, on ne va pas se plaindre puisque les communes françaises ont, côté du genevois français, ont bénéficié en fait de ce schéma où la Suisse externalise ses besoins en artificialisation et en particulier en logement et prodigue néanmoins des emplois à très haute qualification et très fortement rémunérés. Et dans le top 20 des communes françaises les plus riches de France métropolitaine, plus de la moitié se trouve dans le Genevois, il faut quand même le rappeler. Ces municipalités ont également de la reversion du côté de la fiscalité sur de la taxe professionnelle de ces travailleurs qui travaillent en Suisse mais qui vivent en France. Ce sont des frontaliers, ils ont un permis spécial et les communes, enfin l'État français et le canton de Genève ont un accord qui fait que le canton de Genève reverse jusqu'à 20% des rentrées fiscales liées aux taxes professionnelles à ces communes-là qui, du coup, sont extrêmement riches et qui bénéficient de cette dynamique, dynamique à la fois foncière, démographique entre elles et le genevois suisse. Alors, néanmoins, effectivement, la question se pose de la poursuite de cette mécanique-là, de ce cercle de développement, enfin de ce cercle vertueux de développement entre guillemets, entre les communes françaises du Genevois et le canton de Genève lorsque l'on introduit le ZAN. C'est-à-dire qu'avant le ZAN, on avait un déficit d'attention à la sobriété foncière au détriment de la France, puisque la France avait une attention en sobriété foncière beaucoup moins importante que les Suisses l'avaient sur leur propre territoire. Et lorsque l'on introduit le ZAN dans l'équation, et bien là, en fait, la discontinuité en termes d'attention à la sobriété foncière entre la France et la Suisse disparaît. C'est-à-dire que l'effet frontière disparaît et tout d'un coup, la France et les communes françaises ont une attention à la sobriété foncière quasi égale, quasi équivalente à ce que Genève avait pour son propre territoire. Et dans cette perspective-là, il est difficilement imaginable que Genève puisse continuer à exporter son besoin en artificialisation des sols du côté français, alors que les communes françaises, elles, ont des quotas à respecter en perspective d'un zéro artificialisation nette à partir de 2031 et à réaliser en 2050. Et donc là, on est sur une forme d'équation impossible, d'autant plus que lorsque l'on va rentrer dans le détail de ce qui se passe dans le Genevois côté français, on a deux cas de figure. À l'échelle du Genevois, eh bien, c'est un territoire qui a beaucoup artificialisé dans les 20 dernières années et donc du coup qui va certainement devoir mettre en place un ZAN fort
c'est-à-dire un déploiement maximal de la sobriété foncière. C'est une version un peu punitive de cette débauche en artificialisation dans ce territoire précis, mais qui répondait néanmoins à des besoins suisses, donc avec peut-être de la part des élus, des acteurs du territoire, des habitants, un sentiment d'injustice. Et puis, lorsque l'on regarde dans le détail des différentes municipalités, il va y avoir une sorte de différenciation qui va se faire entre les communes extrêmement aisées avec des zones de villas et de beaux jardins peu densément aménagés qui ont fait le jeu de la sobriété foncière depuis longtemps pour répondre à la demande en qualité de vie, en qualité paysagère de sa population assez favorisée, et puis toutes les communes beaucoup plus densément artificialisées, beaucoup plus densément aménagées, comme par exemple Gaillard, comme par exemple Saint-Julien-en-Genevois, qui ont fait le jeu de prendre sur leur territoire la réponse aux besoins d'artificialisation du territoire et qui vont devoir certainement payer le prix d'un ZAN fort à leur propre détriment et au bénéfice de ces municipalités avec zone villa qui avaient fait le jeu de ne pas faire l'effort de répondre collectivement à cet effort d'artificialisation qui venait de Suisse et qui vont bénéficier d'une prime de qualité de vie, d'une prime de faible densité à l'avenir lorsque le territoire va être confronté au déploiement du ZAN à partir de 2031. Et donc voilà, donc on arrive sur des questions de justice spatiale, de territorialisation parfois difficilement compréhensibles par certains territoires dans le cadre d'un objectif qui est en fait un objectif national et qui pose en même temps des problèmes, éventuellement des frictions politiques avec des territoires étrangers. Et je m'arrêterai là avec cette question de savoir si Genève ne peut plus externaliser de l'autre côté de la frontière son besoin en artificialisation. Il va falloir que les Genevois participent à l'effort de loger les gens, éventuellement en artificialisant, ce qui est difficile à mettre en place actuellement avec la révision de la LAT, éventuellement en faisant de l'élévation de l'existant, mais beaucoup de votations populaires se sont inscrites contre l'élévation du bâti dans le centre de Genève, éventuellement en urbanisant des dents creuses, mais on a également beaucoup d'oppositions habitantes à Genève, en particulier par exemple avec le projet du PAV, sur la densification de dents creuses et de friches urbaines, ce qui fait qu'avec le déploiement du ZAN, Genève va devoir répondre politiquement sur son propre territoire à ses propres besoins, créant certainement des tensions politiques sur une législation qui n'est pas de son fait. Et donc, le dialogue frontalier dans ce cadre-là est absolument passionnant sur ce déploiement du ZAN en France et l'effet ricochet que cela peut avoir, y compris sur le paysage politique genevois du côté suisse. Merci beaucoup Raphaël. Il y a une question, mais je laisserai bien avant réagir Colline, parce qu'en fait, on est d'emblée avec cette question transfrontalière sur une problématique franco-suisse et de stratégie commune ou pas, et de gouvernance à aligner, etc., et d'arbitrage, qui est arbitrage là pour le coup supranational presque. Oui, tout à fait. C'est hyper intéressant de présenter le cas suisse comme ça avec les problématiques des frontières. En fait, si on a commencé à comprendre que en matière de transition écologique, en fait, il fallait aussi penser supranational avec, par exemple, des calculs d'empreinte carbone, on n'a pas encore commencé à parler d'empreinte artificialisation au niveau national, et c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait réfléchir pour prendre en compte ces effets de débordement au-delà des frontières, parce que, comme l'a très bien présenté Raphaël, c'est une question qui va se poser de manière encore plus prégnante avec le ZAN. Et je pense qu'elle va se poser de façon d'autant plus prégnante du fait de la différence de coût du foncier qui ne va pas s'ajuster tout de suite entre le côté français et le côté suisse, où on voit que en Suisse, en fait, l'artificialisation coûte effectivement extrêmement cher, mais que ce soit pour le logement, mais aussi pour les terrains agricoles, alors qu'en France, si l'artificialisation s'est faite toujours, à 80% sur les espaces agricoles, c'est aussi que les espaces agricoles en France
ont un prix qui est beaucoup moins élevé parce qu'il n'y a pas eu ces politiques de protection des terres agricoles comme on a pu le voir en Suisse. Et donc, voilà, là je ne saurais pas de dire comment ça va se passer, mais en tout cas, ce sera très intéressant à suivre. Et je pense qu'il faudra effectivement un dialogue ouvert entre les différents pays pour parler de cette artificialisation aux frontières. Merci beaucoup. Alors, questions courtes et réponses courtes, Raphaël, avant de basculer vers le Japon, parce que je vois l'heure qui tourne. Question courte, la France a-t-elle bénéficié des investissements immobiliers suisses? Parce qu'en fait, on voit bien ce problème de déséquilibre local et puis le problème qu'ont les habitants des communes frontalières côté français à se loger, des habitants historiques. Est-ce que il y a eu un jeu de vase communicant amont de ce côté-là? Alors oui, alors c'est pas forcément des Suisses, ça peut être des frontaliers qui ne sont pas suisses mais qui travaillent en Suisse, qui vivent en France. On les estime à environ 80 000, entre 80 et 100 000 côté genevois français qui vont faire la navette tous les jours et qui effectivement ont contribué à faire augmenter les prix et puis surtout qui ont contribué à saturer l'offre et qui ont entraîné certainement des effets de report. Et ces effets de report ont fait l'hypothèse qu'ils vont s'approfondir avec la mise en place du ZAN, puisque mécaniquement, avec des quotas d'artificialisation jusqu'en 2031, eh bien, ces effets de report vont sans doute se reporter sur des marchés plus lointains. On peut penser par exemple à Bellegarde ou ce genre de ville un peu plus éloignée, qui fait que ce que l'on gagne en émissions carbone en n'artificialisant pas le Genevois, on risque de le perdre en termes de regain de transport. Donc c'est un effet rebond éventuel des émissions de carbone liées à des effets de report de marché résidentiel en contexte de déploiement du ZAN dans le Genevois. Et une micro-question express sur le cadre particulier de la concertation suisse. Est-ce qu'il y a des modalités particulières? On en a parlé pour l'Angleterre. Est-ce qu'il y a des modalités particulières de dialogue autour du foncier en Suisse? Alors, la Suisse, c'est une démocratie directe, donc il y a les votations populaires, donc les citoyens et les citoyennes sont appelés à se prononcer environ tous les 3 mois, tous les trimestres, sur des questions qui les touchent, y compris les questions d'aménagement, y compris les questions foncières. Le deuxième point, c'est que la propriété privée en Suisse est vraiment sacro-sainte. C'est très difficile d'exproprier, contrairement à ce que l'on peut faire en France, par exemple. C'est très difficile de forcer les usages fonciers une fois qu'ils ont été gravés dans le marbre d'une certaine forme de propriété. Et donc, c'est vrai que ça limite énormément les capacités d'intervention sur le foncier de la puissance publique et des autorités locales. Et puis, il y a évidemment des formes de concertation. Par exemple, il y a des comités citoyens dans la formalisation et le suivi des grands projets. Et il y a aussi de façon spontanée qui se forment des collectifs souvent d'opposition à ces mêmes grands projets, qui fait que la démocratie locale suisse autour de l'aménagement est très vive et que les enjeux fonciers sont très politisés. Je voudrais qu'on ait encore un tout petit peu de temps pour parler Japon après ta présentation, Raphaël. Et donc, allons faire un grand pas vers l'Est maintenant avec cette approche japonaise de la sobriété foncière, s'il te plaît. Oui, alors le Japon où je me trouve, à Tokyo, et où il est bientôt 21h15, et c'est la raison pour laquelle il fait nuit ici chez moi. Donc, alors, le Japon, peut-être plus rapidement que la Suisse, est un pays qui est extrêmement intéressant à 2 titres, au moins lorsqu'on pense sobriété foncière. Le premier titre, c'est que longtemps, le foncier a primé sur l'immobilier. Dans la capitalisation de la valeur, ce qui est le cas inverse à la France, où en France, c'était souvent, en tout cas sur le résidentiel, l'immobilier qui primait sur le foncier avec des logiques patrimoniales de transmission, la valorisation du patrimoine également en France, qui est quelque chose qui est assez peu connu pendant très longtemps au Japon. Et donc, le Japon est un pays de foncier plus que d'immobilier, où l'immobilier était finalement très, très fluide,
avec des cycles de destruction-reconstruction assez rapides sur des parcelles qui, elles, restent entre les mains de propriétaires finalement assez stables, avec des parcellaires qui ont longtemps été aussi assez stables. Ça, c'est le premier point. Donc, les questions foncières et de sobriété foncière, lorsqu'on parle du Japon, qui est le pays du foncier, de la capitalisation foncière, est véritablement quelque chose d'intéressant à regarder. Le deuxième point, c'est que le Japon, contrairement à la France, est un pays en dépeuplement. Donc, ça veut dire qu'à l'échelle nationale, c'est un pays qui perd des habitants. Chaque année, on a environ 1 million d'habitants en moins. Donc, c'est comme si vous aviez l'équivalent d'une métropole comme le Grand Toulouse qui disparaissait tous les ans au Japon. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement vif. Et ça, en termes de sobriété foncière, eh bien, ça pose question, puisque cette disparition de 1 million d'habitants par an, à peu près, libère du foncier, libère de l'immobilier, dont on ne sait pas quoi faire, puisque les business models de l'involution urbaine ou de la désartificialisation doivent encore être largement pensées et doivent pouvoir être équilibrées sur le moyen et le long terme. Alors, ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'au Japon, on a, concernant l'aménagement du foncier et puis son artificialisation et sa désartificialisation, on a un certain nombre de choses très intéressantes. Le premier point, c'est que l'étalement urbain n'a pas été pris en charge par la route, mais essentiellement par le train, par les compagnies ferroviaires privées qui aménagent les lignes de banlieue et qui aménagent aussi les quartiers résidentiels de banlieue pour densifier en fait la fréquentation des lignes. Ça génère du cash flow qui est aménagé dans l'immobilier, qui accroît la fréquentation des lignes, qui accroît le cash flow, qui permet d'accroître l'aménagement, la livraison de biens immobiliers résidentiels. Et ça, ce cercle vertueux d'aménagement explique de très fortes densités du périurbain. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en entrant en dépeuplement, on s'est rendu compte au Japon que ce dépeuplement, il a été extrêmement vif dans certains territoires, et donc du coup qui connaissent une désartificialisation par le reflux de population, avec par exemple un réensauvagement spontané des espaces ruraux périphériques, qui s'accompagne aussi de la descente de bêtes sauvages, ça peut être des singes, ça peut être des ours, jusqu'à très proche d'anciennes zones habitées, qui ne le sont plus, ou très partiellement. Et puis, dans les espaces urbains, on a un effet miroir assez intéressant. On a deux types d'enjeux sur la densification du bâti. En espace central, donc dans les cœurs des grandes agglomérations, on a la nécessité, depuis la loi de 2002, qui a été renforcée en 2011, la loi de renaissance urbaine, on a la nécessité de densifier l'aménagement avec une rénovation des cœurs de métropole japonaises en super blocs. Ça veut dire qu'en gros, les opérateurs essentiellement privés détruisent le bâti ancien, remembrent le foncier, réorganisent la voirie et puis redéveloppent en super bloc avec des tours, essentiellement d'ailleurs des tours mixtes, qui entraînent une transformation radicale du paysage urbain, mais également des trams viaires. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les espaces centraux. Et donc, du coup, ça rentre dans la logique d'une densification de l'aménagement que portent des lois comme le ZAN, en perspective de sobriété foncière. Et puis, en périphérie, au contraire, qui sont des espaces en dépeuplement, on a la nécessité de redévelopper, de réaménager les espaces périphériques en points chauds et en points froids, c'est-à-dire en zone de redensification, essentiellement autour de centralités ferroviaires, où la puissance publique réinjecte du service public, où le privé derrière rehausse le niveau de rareté des services proposés dans ces centres revitalisés, et autour, dans des espaces de dépeuplement plus ou moins diffus, on a des politiques plus ou moins assumées d'abandon d'espace. Parce que le Japon s'est rendu compte qu'au regard de l'ampleur du dépeuplement, eh bien, on ne pourra pas garder viable économiquement l'ensemble de ce territoire qui se dépeuple. Et donc, les politiques publiques, en accord avec un certain nombre d'acteurs privés, sélectionnent les zones à redévelopper, à densifier, et en creux, choisissent déterminent des espaces d'abandon
alors ça peut être assez dramatique puisque c'est de la chute de valeur de l'immobilier, c'est de la chute de valeur de foncier, c'est lorsqu'on est parmi les derniers habitants d'un quartier, de la perte de services qui sont de plus en plus loin, qui nécessitent de plus en plus de mobilité, dans un contexte où les services de mobilité sont en décroissance et où vous vieillissez, donc vous perdez votre capacité naturelle à marcher par exemple. Et donc ça donne comme ça au Japon des phénomènes très contrastés de redensification et d'abandon d'espaces sélectifs, que ce soit à l'échelle du territoire national ou à l'échelle intra-urbaine dans certaines périphéries urbaines. Et le cas japonais est à ce sens extrêmement intéressant pour penser des dynamiques de sobriété foncière dans une perspective décroissante, là en l'occurrence de dépeuplement, qui sont des perspectives que peut-être pas la France dans son ensemble, mais qu'un certain nombre de territoires européens, on peut penser par exemple à l'Allemagne de l'Est, à l'Italie du Sud, etc., sont en train de connaître ou vont connaître dans les décennies qui arrivent. Et donc le Japon est en ce sens un laboratoire des futurs où l'on peut observer le déploiement de la sobriété foncière en perspective de dépeuplement et de décroissance. Merci Raphaël. Alors en effet, c'est compte tenu des débats autour du taux de fécondité français actuel. Alors je vois qu'en fait, il fait pas seulement nuit au Japon, il fait aussi nuit ici parce qu'on est écran noir. J'ai essayé de toucher à rien du tout et si tout le monde entend toujours de continuer bon gré mal gré. Il y a plusieurs questions. Alors, il y a une question que j'adresserai pour un dialogue entre Colline et toi sur ces territoires délibérément ou volontairement, ce que tu as appelé point froid, c'est-à-dire non pas abandonnés, mais dont on conçoit le repli à terme. C'est plutôt assez intéressant dans un contexte où, en effet, le dépeuplement, la décroissance démographique est probablement quelque chose à avoir aussi, à anticiper aussi dans un certain nombre de territoires. Alors, c'est vrai que cet exemple japonais, il est particulièrement intéressant pour penser voilà, les problématiques de dépeuplement, de décroissance démographique dans certains territoires. Bon, en France, ces dernières années, on avait encore de la croissance démographique, mais par contre, qui était très hétérogène sur le territoire national. Et donc, il y a toujours une question de comment on gère l'adéquation finalement entre du foncier disponible, donc qui se libère dans certains territoires et des besoins en foncier qui peuvent augmenter dans d'autres territoires du fait de l'afflux de population ou d'activité économique. Et je pense que c'est effectivement un changement de regard à avoir sur cette question de dépeuplement et de décroissance démographique, voir comment les collectivités aussi peuvent en faire des atouts. Finalement, le fait d'avoir des sols naturels qu'on réensauvage, etc., comment ça peut devenir aussi des atouts pour ces territoires et pas uniquement une plaie en fait de perdre des habitants. Et toute cette discussion sur l'artificialisation, je pense que ça peut aider aussi certains territoires à en fait finalement renverser la focale et voir ça comme quelque chose de moins négatif. C'est vrai que dans le cadre du projet de recherche que je coordonne et auquel Maxence participe, on réfléchit aussi sur la Guadeloupe, par exemple, avec l'EPF Terre Caraïbes. Et c'est typiquement en fait ce que la Guadeloupe est en train de penser, puisque la Guadeloupe perd des habitants à l'échelle de l'île et essaye de se saisir du ZAN pour désartificialiser des espaces périphériques qui perdent de la population et qui sont en même temps exposés à un regain de risque climatique, et puis redensifier les centralités en recréant du service, en recréant du lien social, etc. Et utiliser ces espaces périphériques renaturés comme du capital naturel, du capital paysager, pour relancer aussi sur la scène touristique régionale et internationale la Guadeloupe. Donc c'est très belle, hein. Merci beaucoup. Alors, sur les minutes qui nous restent, j'aimerais partager deux questions. Une qui concerne le Japon et que je livre telle quelle. Comment s'effectue la captation de la rente foncière par les compagnies ferroviaires au Japon? Est-ce que c'est une acquisition du foncier? Est-ce qu'il y a un autre mécanisme en jeu? Et puis une question, et ça nous fera boucler la boucle avec l'Angleterre, qui concernait, et je crois que c'est la même personne qui a posé ces questions, hein,
Je voudrais aussi dire que celles auxquelles on n'a pas répondu, on va y répondre, on fera le service après-vente, je vous promets ça. Et puis, il y aura un replay de cet échange. Donc, on va essayer de répondre à tout. Et donc, ça concernait le modèle anglais et sa capacité à permettre de la production de logements autant que de besoin. Voilà. Donc, pour le Japon, Raphaël. Alors, de façon très rapide, la captation, elle se faisait effectivement sur… Alors, les compagnies ferroviaires acquièrent le foncier et puis le développent. Alors, soit en locatif, soit en fait, c'est plutôt de la vente, donc du coup du profit marginal, et ce qui permet en fait de rendre captif de leur réseau ferroviaire une population croissante à leurs abords. Et ce qui intéresse les compagnies ferroviaires, en plus de vendre le logement et le foncier, c'est la rente d'usage des individus qui vivent à proximité des lignes et qui assurent un cash flow permanent et donc du coup des liquidités. Alors, merci. Et puis voilà, sur les petites minutes qui nous restent, bref retour. Oui, sur la conciliation entre sobriété foncière et logement abordable en Angleterre. Peut-être que ce n'était pas effectivement très clair dans la présentation initiale, mais ça ne semble pas être le cas. Enfin, l'Angleterre semble avoir de grandes difficultés à concilier aujourd'hui ces deux objectifs, de maintenir des principes d'aménagement en sobriété foncière et de permettre la production de logements abordables. Une des références qu'on a mis dans la note et que je citais tout à l'heure de Paul Cheshire, qui est un économiste britannique, qui utilise la métaphore, la pushing water uphill, c'est essayer de repousser l'eau vers l'amont, comme s'il y avait une force inarrêtable qui était la démographie, la métropolisation, et que la politique foncière en fait essayait de la rentrer, de la caser dans des espaces limités que sont les périmètres des villes existantes. Et c'est pour ça qu'il va jusqu'à défendre une abolition des greenbelts comme outil d'aménagement en sobriété foncière, avec un argument qui est que c'est un outil de zoning discriminatoire par le maintien de la pression foncière et donc par le renchérissement permanent des valeurs. Parce que ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que la Grande-Bretagne est un pays qu'on peut qualifier par une forme de laisser-faire économique. D'un point de vue, c'est les principes de l'économie politique libérale, et donc il y a un faible interventionnisme, notamment un faible interventionnisme foncier, et même s'ils ont des objectifs qui sont assez proches de ce que nous on fait en termes de logement social, ils ont des objectifs publics de production de affordable housing, il n'est pas aisé pour autant, ils n'arrivent pas à les remplir, ils n'arrivent pas à les satisfaire. Pardon. Et ce qu'on voit notamment dans les métropoles, c'est là que c'est le plus prégnant, c'est un des grands problèmes aujourd'hui d'inégalité intergénérationnelle avec des ménages de classe moyenne qui ont pu faire des achats immobiliers dans les années 70-80, qui maintenant se retrouvent millionnaires, voire multimillionnaires par le fait de la détention de ces biens-là, tandis que les jeunes ménages qui arrivent sur le marché peinent soit à se loger, soit effectivement, eux, rentrer dans un parcours résidentiel via l'accession à la propriété. Donc c'est assez fort quand même ce parallèle entre Angleterre et France, et je pense qu'il y a vraiment des signaux d'alerte, en tout cas des choses à regarder, ne serait-ce que parce qu'ils se sont mis cette contrainte de sobriété foncière un peu avant nous. Ils en ont fait l'expérience, disons, de ces effets de bord, de ces effets de renchérissement des valeurs. Et voilà ce que je peux dire à ce sujet. Merci beaucoup. On est arrivé au terme, on a même dépassé d'1 minute de notre webinaire. Merci à tous ceux qui se sont connectés, ont suivi, ont été vraiment assidus jusqu'au bout d'ailleurs et ont proposé de nombreuses questions. Je répète qu'on va y répondre à toutes, y compris à celles concernant les effets de bord du BIMBI et la paupérisation des plus âgés qui sont relégués en fond de cours dans des cabanons. Et donc, je vous remercie
Merci Colline, Raphaël dans sa soirée japonaise et Maxence d'avoir pu comme ça éclairer de façon diverse cette question de la pratique de la sobriété foncière, parce qu'au fond, il semble qu'à chaque fois, en théorie, on soit quand même assez facilement aligné, mais qu'au moment des arbitrages et de la mise en pratique, des questions assez sensibles se posent de justice sociale, de gouvernance, et même parfois même des questions géographiques, de comptage et de classification. Et donc, ce tour d'horizon était bien précieux. Merci beaucoup, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.